Dans cette édition, on rencontre en pays catalan avec Bernard Gou, l'un des maîtres français du trompe-l'œil. Dans l'Hérault, nous célébrerons l'arrivée du printemps, la saison préférée des jardiniers. Mais avant cela, direction Nantes, où l'agglomération vient de racheter les données téléphoniques de ses habitants. Le but, suivre leurs déplacements et ainsi adapter le plan de circulation de la ville. Une opération qui n'est pas sans poser quelques questions éthiques. Ils sont dans votre poche, comme autant de capteurs. Grâce à vos téléphones, la métropole nantaise espère savoir combien de personnes fréquentent chaque jour ses routes et ses avenues. Dans une métropole, il y a aussi des gens qui traversent la métropole ou qui viennent de l'extérieur, et ceux-là, on ne les connaît pas quand on sonde les personnes qui habitent le territoire. Et donc, en achetant des données de ce type-là, on connaît également les flux supplémentaires à ceux des habitants de la métropole, des gens qui viennent de l'extérieur ou qui traversent tout simplement notre agglomération. Avec un seul opérateur téléphonique, la métropole espère toucher jusqu'à 25% de la population, quand les études habituelles portent sur environ 12 000 personnes. La grande différence qu'on va avoir par rapport à ces données, c'est que comme c'est des données qui seront rapportées à l'heure et non sur un jour moyen, on va avoir des variations au cours de la journée. On pourra même avoir des variations d'un jour à l'autre de la semaine et des différences très importantes avec le week-end notamment. Et adapter ainsi les routes et les transports urbains. À Nantes, la métropole ne demande que des chiffres sur les flux de personnes, mais les données téléphoniques permettent d'aller beaucoup plus loin. On peut, dans un bouchon, identifier d'où viennent les gens qui sont dans le bouchon. Et on peut identifier aussi à quelle heure ils ont fini leur travail, quelle est la zone dans laquelle ces personnes travaillent, quel est le type d'emploi. Est-ce que c'est des emplois à horaire fixe ou est-ce que c'est des emplois dont on pourrait imaginer que l'employeur pourrait moduler les horaires de sortie. Vertigineux et délicat. Si les opérateurs promettent de ne vendre que des données anonymes, en la matière, le droit progresse moins vite que les affaires. Le saviez-vous, chaque année, la moitié des accidents mortels du travail se produisent lors du trajet entre son domicile et son entreprise. Afin de sensibiliser patrons et salariés au problème, une semaine de prévention a été organisée dans 8 départements du Sud-Ouest, dont l'Aveyron. Allez, on y va. Voiture tonneau, simulateur de choc frontal ou de conduite à moto, les ateliers se veulent ludiques, mais le propos, lui, est on ne peut plus sérieux. Chaque année en France, 50% des accidents mortels au travail sont des accidents de la route. On monte tous dans notre voiture, on utilise tous la route, on est tous usagers et on n'identifie pas ce risque comme étant le risque le plus important et c'est effectivement le premier risque mortel d'accident au travail. Durant toute la semaine, les acteurs de la sécurité et de la santé au travail vont donc répéter le même message aux salariés et aux chefs d'entreprise. Objectif, faire prendre conscience que la sécurité est l'affaire de tous. Et pour cela, les mises en situation sont beaucoup plus efficaces qu'une simple sensibilisation. Ça nous a permis de prendre conscience aussi de certains dangers au niveau du rangement des voitures, là, avec les tonneaux. On se rend compte que le moindre petit objet peut devenir une arme mortelle ou dangereuse. Voilà. Je vais essayer d'avoir un autre comportement. C'est pas toujours facile parce qu'on est plutôt polarisé sur le travail, aller toujours plus vite, être à l'heure au rendez-vous, etc. Donc c'est vrai qu'à partir de là, on n'est pas forcément toujours très vigilant, je dirais, au volant. Organisé pour la première fois en région Midi-Pyrénées, le forum interdépartemental du risque routier devrait être reconduit dans les années à venir. Une pierre de plus à la lutte contre la mortalité sur les routes. Ça ne vous aura pas échappé, le printemps est arrivé, dans certaines régions avec un peu d'avance. C'est le cas en Occitanie où la nature est déjà en plein boom. Il est temps pour les jardiniers amateurs de préparer les semis qui donneront cet été fleurs et légumes. Cette année, le printemps n'a pas attendu la date officielle du calendrier pour s'installer. Il est en avance d'au moins 3 semaines. Et quand le printemps vient, c'est la vie qui renaît. C'est les odeurs qui arrivent, les oiseaux. On sent que la nature s'ébroue, qu'elle se réveille. On se sent neuf et ça, c'est formidable. On se sent revivre aussi. Donc je tasse pas trop, hein. Non. Avec délicatesse. Voilà. Le printemps, c'est là où tout va naître, quoi. C'est vraiment le début, le commencement, où on met en terre et où on attend que ça naisse.
Moment important de la saison dans ces jardins partagés du Dardaillon, la préparation des semis. C'est le début d'une intense période d'activité pour ces jardiniers passionnés. Et c'est le grand boulot là, parce qu'il faut préparer pour planter. Donc il faut bêcher, tout ça, prêt à planter. Et puis on sait que dans 3 semaines, 1 mois maximum, on va récolter, on va ramasser. Soleil et chaleur déjà généreux depuis quelques jours, les récoltes qui s'annoncent devraient être abondantes. Cette année, on est gâtés. Il a fait du beau temps, il a plu pas mal au début. Ça fait que la terre est facile à travailler. Avec ce printemps précoce et dans une culture respectueuse de l'environnement, les jardiniers amateurs de Lunel-Viel coulent des jours heureux. Enfin, il pose sur le monde qui l'entoure un regard de poète. Bernard Gou est un maître de l'illusion. En pays catalan, sa région natale, ses œuvres sont présentes à chaque coin de rue ou presque. Rencontre avec ce grand timide qui, dès l'enfance, a trouvé refuge dans la peinture. On l'aperçoit parfois perché sur un échafaudage. Bernard Gou est un maître du trompe-l'œil. Démonstration ici à Elne, lieu de passage certifié d'Hannibal et de ses éléphants en 218 avant Jésus-Christ. J'ai eu envie de montrer le campement avec leurs tentes, les éléphants qui se reposent pendant 8 jours ici, espérant qu'ils ont été heureux. Une ambiance un petit peu de vacances pour continuer le voyage jusqu'à Rome. Ces fresques racontent ainsi des grandes et des petites histoires dans de nombreux villages du pays catalan, offrant ainsi un immense public à ce grand timide. Car Bernard Gou n'est jamais aussi à l'aise que dans l'intimité de son atelier de Sainte-Marie-la-Mer, merveilleux bric-à-brac entre bibelots, croquis, toiles et natures mortes. Autodidacte, ce Catalan dit lui-même vivre avec le dessin depuis l'école maternelle. L'époque où j'ai découvert qu'on pouvait faire quelque chose avec un crayon, et c'est d'ailleurs à cette époque que j'ai trouvé un refuge parce que l'école maternelle me terrorisait un petit peu. Donc là je me sentais bien. Bernard Gou a gardé dans sa peinture ce rapport à l'enfance, bercé de mélancolie, de malice et d'insolence. Ça me permet de continuer aussi dans le futur. Ça me rassure, je crois. Je suis sûr de mon passé, mais du futur, pas vraiment. Donc, la peinture, ça aide un petit peu à traverser le temps. Un temps de la maternelle à aujourd'hui que son œuvre lui a permis de passer avec plus de douceur.